Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, je vais vous parler d'une voix douce, un peu de calme après. Je vais essayer de vous calmer, d'être dans quelque chose. Vous êtes à fond. Le poids des mots, le choc des photos, Patrick Mahé, bonjour, directeur général de la rédaction de Paris Match, grand patron de presse. Vous avez dirigé de très nombreuses rédactions, dont celle de Match il y a quelques années. Puis vous êtes revenu et vous êtes en charge de tous ces hors-séries qui paraissent, de ces beaux livres. Très beau cadeau de Noël, disait Gilles, effectivement, à offrir. On voit la passion des Français, enfin passion, je ne sais pas si le mot est bien choisi, pour les faits divers, en tout cas l'intérêt des Français pour les faits divers. Et vous publiez les grands faits divers des années 50 à nos jours aux éditions hors collection. C'est vertigineux, c'est vertigineux, les images, et c'est vraiment le poids des mots, le choc des photos, parce qu'il y a des très grands textes, celui de Robert Badinter, il y a Jean Kerr qui a été sur de nombreuses affaires judiciaires, il y a Jean Caux, Alain Delon, absolument, et puis des photos où on rentre vraiment dans l'intimité des familles. On va en reparler dans un instant. On passe tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il faudra quand même, Valérie, qu'un jour on règle nos problèmes avec les hôpitaux. Après le manque de lits au moment du Covid, la situation des urgences. Aujourd'hui, ce sont les services pédiatriques qui sont en tension. C'était dans le 20h de France 2. Il peine à respirer, a du mal à se nourrir. Ce bébé d'1 mois vient d'être admis au CHU de Bordeaux pour une bronchiolite. Ça va te faire du bien, ça va t'aider. Son état nécessite une prise en charge aux soins intensifs, impossible pour l'instant. Il n'y a plus de place actuellement en réanimation. Dans la salle d'attente, des lits ont été installés en urgence pour accueillir les petits malades, mais le personnel manque. Il nous manque 10 infirmiers sur les 50 que l'on a en temps normal. Résultat, ça nous met en difficulté, puisque là ce matin il nous manque une infirmière, cet après-midi aussi, cette nuit aussi. Faute de soignants, les hôpitaux parisiens ont dû transférer 34 enfants à plus de 150 km de chez eux. Vous imaginez votre bébé à 150 km? Non, mais c'est un véritable fléau. Ouais. Et on travaille sur le sujet naturellement cette semaine. C'est un grand sujet d'actualité pour le bouclage de la semaine prochaine. Ouais, vous allez revenir sur ces... Comme on l'avait fait pour les infirmières. Pour les infirmières. C'est un numéro qui avait bien marché, justement, avec les feuilles de paye des infirmières qui avaient été... Jean qui avait réalisé ce reportage, comme elle l'a fait aussi pour le charnier de Descartes, vous savez. Donc évidemment, nous on travaille sur ce sujet avec beaucoup d'intensité. Parce que c'est une situation dramatique. Patrick Mahé, on va parler des faits divers ensemble. Et hier, sur Quotidien, Clément Viktorovitch s'est demandé si finalement tous les faits divers récents, je parle de l'affaire Lola et de Justine, font monter le sentiment d'une société violente. Mais est-ce que finalement ce n'est qu'un sentiment? Écoutez-le. Si je vous demande, d'après vous, est-ce que notre société devient en ce moment de plus en plus violente? En fait, vous avez probablement un avis, peut-être a priori oui, a priori non, peut-être pas un avis très formé, mais on a spontanément un avis qui nous vient à l'esprit. Mais si je vous demande, est-ce que vous avez déjà été regarder l'évolution des statistiques de la criminalité en France sur les 50 dernières années? Là, il y a sans doute un peu moins de monde qui est capable de répondre oui. Et c'est intéressant parce que ça nous confronte à une énigme. Comment faisons-nous pour avoir un avis sur l'évolution de la violence sur la société sans rien savoir de l'évolution de la violence dans la société? Moi, je comprends rien de ce qu'il raconte. C'est vrai? Non, je comprends rien de ce qu'il raconte. Et on a un avis sans avoir les chiffres. Oui, enfin, il enfonce des portes ouvertes. Ça n'a aucun intérêt. Les chiffres sont des statistiques. Les chiffres, c'est un élément froid, c'est un élément glacé, les chiffres. Alors que l'action qui est vue, ou qui est commentée, ou qui est expliquée, qui est souvent expliquée, qui repose sur une investigation, là, ce ne sont pas des chiffres. Bien sûr. On est dans du réel, on est dans du concret. Mais est-ce que les chaînes info ne font pas monter l'angoisse, ne font pas monter la sauce? Les chaînes info font leur boulot de toute manière, parce que c'est vrai qu'elles passent bien sûr en boucle, mais elles rafraîchissent aussi les sujets. Et puis, on voit bien quand même, je prends l'exemple, puisqu'on parle de l'affaire Lola, quand la meurtrière présumée, bien qu'elle ait reconnu les faits, mais présumée toujours au sens judiciaire, dit que à partir de 2020, quand sa mère est morte, elle n'était plus la même. Et on s'aperçoit que grâce à une chaîne d'infos, eh bien non, en 2019 déjà, elle a une altercation un an plus tôt avec des secrétaires médicales.
Donc chacun fait son travail. Et puis l'affaire Lola a pris une connotation un peu différente parce qu'on a crié à la récupération politique. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est pas nouveau. Jean Genet, quand il a fait les bonnes, par exemple, c'était un fait social qu'il a développé. En 1972, si je me souviens bien, à Bruay-en-Artois, c'était l'ultra-gauche qui manifestait contre, du côté du juge Pascal, pour inculper le notaire et sa compagne. C'était des mobilisations énormes, à tel point d'ailleurs que Simone de Beauvoir elle-même avait l'intention d'écrire une pièce concernant cette affaire de Bruay-en-Artois, et que c'est Jean-Paul Sartre qui l'en a dissuadé. Ça veut dire quand même, cette époque était incroyable. Donc, à toutes les époques ont eu à la fois ses commentaires, à la fois ses interprétations. Est-ce que les chaînes info empêchent Paris Match d'avoir des scoops ? Ils sont plus rapides que vous ? Pas du tout. Vous répondez à la place du non, parce que c'est vrai que Paris Match apporte des informations. Bien sûr, c'est un travail de terrain. Et le scoop, c'est le fruit d'un travail de terrain par les reporters qui sont mis sur des dossiers, souvent en amont d'ailleurs, et c'est au fil des enquêtes qu'on va avoir un scoop. Alors un scoop, un nouveau pays qui est né et qui fait beaucoup parler sur la toile. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Valérie et Patrick. Depuis le début de la semaine, on s'enflamme pour le Lichtenbourg. Vous avez vu ça ? Vous n'avez pas vu le Lichtenbourg partout sur la toile ? Qui est un nouveau pays. En fait, tout est parti d'une plaisanterie. On s'est moqué du manque de culture géographique des Américains. Et tout le monde veut aller au Lichtenbourg. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu, mais ce qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'on l'a placé à l'ouest de la Bretagne. Et là, du coup... ça va pas du tout. Alors que la Bretagne a été victime d'un tremblement de terre récemment, qui, peut-être, s'il avait été plus aggravé, aurait détaché la Bretagne de la France. Je ne sais pas. C'est une supputation. Écoutez. Connaissez-vous le Lichtenbourg ? Si ce n'est pas le cas, c'est normal, puisque ce pays est une pure fiction. Le phénomène est parti de cette carte diffusée par un internaute pour se moquer du faible niveau des Américains en géographie. Une fois le faux pays baptisé, des milliers d'internautes s'amusent à lui créer un drapeau, des régions à promouvoir ces magnifiques paysages ou à tracer un circuit de F1. Consécration pour cette blague, le compte officiel des Jeux de 2024 annonce qu'il y aura une délégation olympique du Lichtenbourg. Pendant ce temps, l'État se cherche un hymne officiel, indispensable pour être crédible. Oui, non, je me souvenais aussi qu'il y a 30 ou 40 ans, on avait créé artificiellement le royaume de Patagonie, et beaucoup de gens se baladaient avec un autocollant derrière leur voiture avec des couleurs improbables qui étaient celles de la Patagonie et se disaient sujet du royaume de Patagonie. Absolument. Mais je pense qu'on pourrait faire le test en France. Je pense que ça pourrait marcher aussi. La culture des Américains est assez partagée. Il a été une figure incontournable de RTL, un esprit libre qui aura chroniqué la vie politique française avec férocité. Le journaliste Philippe Alexandre est décédé à 90 ans au début de semaine. Il fut popularisé par les Guignols, avec Serge Julie de Libération. Il analysait chaque dimanche l'actualité autour de Christine Ockrent. Les Guignols, à l'époque, ont fait passer Christine Ockrent pour une tenancière de bar. Et Serge Julie et Philippe Alexandre étaient les piliers de ce bar. Fais petite poire. Oh non, la poire, je sais pas ce que j'ai, je dois faire une allergie. Au bout de 2 litres, tac, j'ai les yeux qui piquent. Bon, 2 prunes alors, Christine. Messieurs, merci, à la semaine prochaine pour un nouveau à la une sur la 3. Une légende, Philippe Alexandre. Oui, d'ailleurs, journalistiquement parlant, il avait vraiment les crocs acérés. C'était quelqu'un qui était un très bon éditorialiste, un polémiste d'ailleurs. Rappelez-vous sa bataille contre la madame des 35 heures, c'était homérique. Et d'ailleurs, il a joué un rôle dans une affaire, c'est moins connu, mais il a joué un rôle dans la révélation de l'existence de Mazarine Pinjot. Parce que, en fait, c'est au moment où il allait sortir son propre livre, alors que Jean Edernalier se débattait auprès de 19 éditeurs parisiens pour publier son propre ouvrage, que l'information est arrivée et que tout le monde s'est mis sur le dossier Mazarine Pinjot,
que tout le monde connaissait, certes, mais c'était vraiment dans le 8e arrondissement de Paris, et qu'il est sorti. Donc il a joué un rôle aussi détonateur. Et Paris Match aussi. Et Paris Match a sorti l'histoire, l'affaire, grâce à quoi? Grâce aux photos. Absolument. Encore une fois, vous parliez de scoop, un véritable scoop avec François Mitterrand et Mazarine au restaurant Le Divalec, pris par des photographes depuis l'immeuble d'Air France qui était un peu plus loin. Voilà, pris. Mais avec la complicité de Frédéric, avec la complicité de François Mitterrand au final. Pas pour l'action elle-même, mais pour la publication, oui, puisqu'il a dit la presse sait ce qu'elle a à faire, ce qui voulait dire, et bien entendu, allez-y. Ça avait été négocié d'ailleurs avec Roland Dumas à l'époque. L'avocat des coups tordus, non, c'était quoi? Il le surnommait, il disait j'ai un avocat pour le droit et un autre pour le tordu. Une cinquantaine d'artistes francophones reprennent en persan Baraye. Baraye, c'est l'hymne de la révolte en Iran, composé par Tchervin Hadjipour et avec des arrangements de Benjamin Biolay. C'est un collectif qui soutient la révolte des femmes. Et réalisé par Marjane Satrapi. En Iran. Vous avez des journalistes sur place? Sur place, non, parce qu'actuellement on ne peut pas y entrer, mais nos réseaux fonctionnent très fortement et nous avons en effet des gens sur place. Un sujet très intéressant et très important qui est prêt, qui est préparé, qu'on va publier probablement prochainement, peut-être dans le prochain numéro d'ailleurs. Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'il faut protéger à la fois les sources et les auteurs de ceux qui nous apportent les documents. Mais en effet, on est sur place, en effet, voilà. À suivre les grands faits divers des années 50 à nos jours sous la direction de Patrick Mahé, qui est notre invité aujourd'hui sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant après la pause. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Mahé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Vous coordonnez également tous les ouvrages hors série et celui-ci est particulièrement réussi, les grands faits divers des années 50 à nos jours, qui paraît chez Hors Collection. Et on disait que pour la qualité du livre, la qualité des archives, des textes, il vaut 29,90 €. C'est une idée de cadeau de Noël. Comme dirait Gérard Collard, allez-y maintenant parce qu'il y a moins de monde dans les librairies et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Donc c'est un ouvrage qui, je trouve, est peut-être un de ceux qui montre l'ADN de Paris Match. Quand on dit le poids des mots, le choc des photos, encore une fois, c'est que là, le choc des photos, au-delà des textes dont on va parler, il est très impressionnant parce qu'on rentre au plus profond de l'intimité de ces affaires. Exactement. Mais déjà, vous m'aviez invité l'an passé pour un livre précédent du même facture, qui s'appelle l'album des Français. Et dans l'album des Français, on retrouvait également cet ADN que vous évoquez. Là, dans les faits divers, c'est une plongée à la fois en texte et en photo dans ce qui a constitué la mémoire collective des faits divers, que j'appelle plutôt d'ailleurs des faits de société. Parce qu'en fait, ces faits divers sont souvent des révélateurs. On est en direct. On est en direct. Bienvenue à Jean-Jacques Bourdin. Voilà, bienvenue à Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin ne connaît pas bien la radio. Alors on va lui expliquer les règles. Voilà. Alors, il y a le rouge et il y a un rouge sur la porte qui indique qu'on est en direct. Voilà. Désolé. Il y avait un feu rouge. Voilà. Salut un ami de longue date. On ne dira pas le nombre d'années. Il y avait un feu rouge et maintenant c'est un carton rouge. Voilà, absolument. Tout à l'heure, Jean-Jacques. Il viendra. Ben oui, mais après lui, il prend son émission à 10h30. Mais on viendra le déranger, on fera la même chose. Il va nous accorder une minute de plus, parce que je me fais engueuler quand je déborde. Oui, et donc vous disiez, oui, ce sont des faits de société, en fait, parce qu'ils sont révélateurs de... Bien sûr, l'affaire de Minici, c'est vraiment la ruralité des Alpes de Haute-Provence, dans ce qu'elles ont de plus opaque, avec une querelle de famille, aussi des relations familiales très tendues. La photo joue un rôle prépondérant dans l'explication du sujet, quand Clovis, l'un des fils, tend l'index vers son père et dit « C'est toi
qui a tué les Drummond. Les Drummond étaient des touristes anglais et leur petite fille. On sait qu'elle et Gaston Dominici répond: mais comment tu peux dire ça? Mais c'est toi qui me l'as dit, papa. Et le doigt c'est hallucinant, cette photo. Mais il faut savoir qu'après ce genre de reportage-là, les photographes et les caméras ont été interdits après d'être dans les prétoires. On dit d'ailleurs qu'elles vont y revenir bientôt. Oui, il y a des tournages qui sont en cours. C'est très intéressant. Pour France 3. Il y a encore des photographes salariés de Paris Match. Vous faites appel aux agences? Les deux. On fait appel. Paris Match, la porte est ouverte, évidemment pour les scoops, pour ceux qui apportent des choses de l'extérieur. Tout le monde est le bienvenu pour apporter un document qui intéresse le plus grand nombre. Mais est-ce qu'il y a moins de plans qu'on pense à Pascal Rostin, qui est un des plus célèbres paparazzi la planque. Maintenant, vous savez, avec les appareils, avec les smartphones, tout le monde peut être un planqueur. Hein. Mais effectivement, des gens comme Pascal Rostin ont un savoir-faire, donc il n'y a pas de raison de ne pas travailler avec eux, au contraire. Et pour en revenir à cette histoire de Dominici, par exemple, ce que je trouve également très intéressant, qui n'est pas connu, qui est très peu connu, parce que je le révèle dans le livre, c'est que Orson Welles, lui-même, a été invité par ITV qui se lançait, la chaîne ITV pour concurrencer la BBC, a été invité à faire un documentaire. Et il a tourné un 26 minutes qui n'est jamais sorti. Ah bon? Qui est en archive au CNC, qui n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce qu'il est parti sur un autre tournage, sur un long métrage. Et du coup, il a laissé tomber l'affaire Dominici. Et c'est tout à fait malheureux, parce qu'il y avait ce parler rocailleux, les accents, le terroir, etc. Donc ce document existe. Le verra-t-on un jour? Je sais pas, il est où CNC. On s'aperçoit en lisant vos livres, et on en parlait un peu hors antenne, ce qui fait aussi le sel de tous ces affaires et de ces faits divers, c'est qu'il y avait des vrais policiers qui jouaient aux gendarmes et aux voleurs en jouant sur un mauvais jeu de mots, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait un respect des voleurs avec le respect des policiers. Est-ce qu'on a plus maintenant? Disons, on le voit au moins dans deux affaires. L'affaire Mérine, par exemple, la reddition de Jacques Mérine au commissaire Broussard, c'est du théâtre. C'est quasiment du théâtre. Cette magnifique photo, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Ça, c'est l'assassinat c'est l'assassinat. C'est la mort d'un meurtrier qui est Mérine. Porte de Clignancourt, par la police. Mais sa reddition, après qu'il se soit échappé du tribunal de Compiègne, c'est du théâtre. Il est dans un espèce de réduit, etc. La police a trouvé la planque et simplement, quand on cogne à la porte, Mérine demande qui c'est, et c'est Broussard. Et il accepte et il dit: ah, c'est toi, Broussard. Donc j'accepte de me rendre. Laisse-moi 5 minutes. Le champagne est au frais. Et laisse-moi, je suis avec une amie, laisse-moi 5 minutes. Le champagne est au frais. Et il ouvre sa porte. Et Broussard récupère ainsi Mérine. Et puis après, dans la guerre des polices aussi, avec des grandes têtes d'affiche, on a la brigade criminelle d'un côté et l'anti-gang de l'autre, c'est-à-dire le commissaire Leclerc, criminel, et Ottavioli, et Broussard de l'autre. Et il y a l'affaire Ampin, l'enlèvement du baron Ampin par la bande de la banlieue sud. On sait que dans une valise déposée à la gare de Lyon, il y a des lettres, il y a des photos, 13 Polaroid, et il y a la trace, il y a l'auriculaire qui a été coupé du baron Ampin. Mais bien entendu, tout le monde veut récupérer les photos à la sortie. Et là, il va se passer la chose suivante, c'est que à Paris Match, le chef des infos, qui sait également que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice revendiquent la gloire de la libération de Ampin, va jouer habilement à la fois sur eux et sur les policiers. Et il va dire: on voudrait les Polaroids qui sont dans la valise. Mais vous n'y pensez pas, les Polaroids, c'est impossible. Bon, c'est pas grave. Vous avez été tellement bon qu'on mettra le commissaire Ottavioli à la une de Paris Match. Blanc sur la ligne, et pendant des heures,
entre l'intérieur et la justice, il va y avoir des discussions sans fin. Jusqu'au moment où vous n'y pensez pas. Vous vous rendez compte, si vous mettez Ottavioli, Broussard va être furieux. Et si vous mettez Broussard, Ottavioli et Leclerc vont être furieux. Ah oui, mais nous, on n'a rien d'autre. Alors, on va peut-être mettre Ottavioli. Et le soir, finalement, il y a un appel téléphonique du ministère de l'Intérieur qui dit écoutez, vous avez rendez-vous au Quai des Orfèvres. Et là, Jean Durieux, rédacteur en chef, récupère des 13 Polaroid. Ouais, c'est formidable. Est-ce qu'il y a des limites à Paris Match sur les photos, des choses que vous vous êtes interdit? Disons que maintenant, on fait attention quand la violence est trop cruelle. Il y a 15 jours, la photo, moi j'ai pas pu la regarder en Ukraine, de cette femme Alors qui a été... la photo en Ukraine qui était un scoop aussi, mais un scoop qui interpelle, qui est fait pour interpeller, pour montrer la gravité. Il faut se souvenir qu'une femme politique française a dit récemment qu'il y avait des fantasmes un petit peu dans les affaires de viol et de crimes et de crimes de guerre en Ukraine. Et bien là, on avait le témoignage direct d'une femme qui a été violée par de multiples soldats russes, torturés, battus à mort, assassinés, avec un texte de Christine Angot qui mettait en perspective ce qu'était le viol comme espèce d'arme dévoyée de la guerre. Et donc, il y avait une prise de conscience dans ce reportage, dans ce document, qui s'imposait franchement à nos yeux. Ça n'a pas dû être facile de faire le choix de toutes ces histoires dans le livre, parce qu'on parle beaucoup des photos, mais il y a des textes qui datent de l'époque, de Jean Cau, certains, il y a même un texte d'Alain Delon sur Nadine Beaujour. Vous pouvez en faire 10 tomes, non Écoutez, ce livre repose sur une cinquantaine au départ de faits divers considérés par nous comme importants dans l'esprit du public. L'affaire de Dominici, Grégory, Brun-Artois. Voilà, Brun-Artois. Et on l'a ramené à 20. J'ai voulu en faire que 20 au départ, de façon à leur donner une certaine amplitude, à la fois en texte et en photo. Oui. Et on retrouve les grandes plumes de Paris Match, évidemment. Jean Kerr, un reporter comme Jean Kerr. Jean-Michel Caradec. Jean-Michel Caradec. Jean Kerr est le prototype du reporter de terrain exemplaire dans le côté chien truffier qui va sur une affaire. Un peu prêt à tout aussi, non? Qui ne lâche pas, mais il ne lâche rien. Prêt à tout, bah oui, prêt à tout, effectivement. Sauf qu'à l'arrivée, on voit ce qu'il rapporte. Mais dans un téléfilm, on a vu qu'il volait les photos dans la chambre du petit Grégory. C'est ça, c'est une interprétation, parce que Jean Kerr n'avait pas besoin de les voler, dans la mesure où il était extrêmement en lien avec la famille Villemain. Je parle de Jean-Marie et de Christine Villemain, parce qu'il a toujours pensé que la mère, bien entendu, qui était accusée par le juge d'avoir peut-être été la meurtrière, lui était dans le camp opposé, qui était celui qui, naturellement, avait plutôt Bernard Laroche dans le viseur. Si j'ose dire viseur, c'est parce qu'on sait que Jean-Marie Villemain a tué son cousin, Bernard Laroche. Le baron Ampin, l'affaire Marie Trintignant, l'affaire aussi de Patrick Henry, le japonais. Patrick Henry, c'est une affaire extraordinaire, puisqu'elle va conduire Badinter, après sa plaidoirie, jusqu'à l'abolition de la peine de mort. L'affaire Sagawa, on a les photos d'une perquisition à Paris Match, où la police est persuadée que les photos de l'étudiante dépecée par Sagawa, le japonais, sont à Paris Match. Elle n'y était pas. Ça n'empêchera pas d'ailleurs le juge de mettre pendant 4 jours en prison notre rédacteur en chef. Merci beaucoup Patrick Mahé. Paris Match, donc les grands faits divers des années 50 à nos jours. C'est aux éditions hors collection, et pensez-y pour Noël. Et puis la une de Match, c'est notre première ministre. Absolument, parce vous pensez que vous allez battre des records de vente avec elle? Pas forcément, mais Match est aussi institutionnel. Oui, donc il y a des passages obligés. Il faut être à tous les rendez-vous. Bon, merci à vous. Dans un instant, vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin. Allez, on lui a piqué 1 minute, il va râler, mais il nous a interrompu. Allez, parlons vrai avec Jean-Jacques Bourdin, et à demain.